Ma belle-sœur a demandé une clé de la maison. J'ai refusé, puis elle a disparu. Quand je suis allée chez elle pour la récupérer, j'ai fait une découverte choquante. J'ai récemment épousé mon petit ami avec qui j'étais depuis 6 ans. Nous avons tous les deux 27 ans. Bien que la Covid ait légèrement freiné nos carrières, nous trouvons des solutions ensemble. Mon mari n'est pas particulièrement proche de sa famille. Il ne m'a jamais expliqué pourquoi, mais d'après ce que j'ai compris, il a des problèmes avec sa sœur. Ces tensions ont poussé le reste de la famille à prendre parti. Depuis qu'ils ont choisi le camp de ma belle-sœur, mon mari s'est éloigné d'eux. Honnêtement, cela ne me dérangeait pas trop. Cependant, venant d'une famille nombreuse, mon mari était souvent invité à nos réunions familiales puisque nous étions ensemble depuis longtemps. Après ces événements, j'ai remarqué qu'il devenait silencieux, mélancolique et abattu lorsque nous essayions d'en parler. Il ne s'est jamais vraiment confié. Il m'a simplement dit qu'il aurait aimé avoir une meilleure famille. J'ai compris qu'il désirait une relation plus proche ou du moins plus apaisée avec sa famille. Cependant, je ne voulais rien faire sans son accord. Quand j'ai proposé de contacter sa famille à sa place, il m'a dit qu'il ne voulait rien faire pour le moment. Il répétait qu'il y aurait un meilleur moment, mais je n'avais aucune idée de quand ce serait. À un moment donné, j'étais persuadée que cela arriverait lors de notre mariage. Cependant, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie en présence uniquement de nos amis et proches. Il n'avait invité personne de son côté. J'ai tout de même rencontré ses parents et sa sœur. Pendant la cérémonie, ses parents et sa sœur ont tenté d'entrer sur le site alors que mon mari leur avait clairement interdit de venir. Lorsqu'ils ont réussi à s'introduire, ils en ont fait toute une histoire, présentant mon mari comme le méchant parce qu'il n'avait jamais répondu à leurs messages, ni décroché leurs appels, ni rendu visite à sa mère lorsqu'elle luttait contre le cancer. Mon mari leur a fermement demandé de partir, leur indiquant qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ma belle-sœur est restée dans un coin, observant toute la scène. Lorsque nos regards se sont croisés, elle m'a adressé un léger haussement d'épaule, comme pour dire « Que vouliez-vous qu'on fasse d'autre ?» Une fois qu'ils ont été mis dehors, le mariage s'est poursuivi sans encombre. Après cela, nous étions heureux de nous être mariés, malgré les obstacles. Alors que nous étions en route pour notre lune de miel, j'ai reçu une notification de demande d'amis sur mon téléphone. Elle venait de ma belle-sœur. Cela m'a semblé étrange, mais je n'y ai pas prêté trop d'attention, car après tout, nous étions de la même famille. Je l'ai ajoutée, puis j'ai oublié cette histoire. À notre retour de lune de miel, mon mari et moi étions heureux de nous installer dans notre nouvelle maison et de commencer notre vie de jeunes mariés. C'est à ce moment-là que ma belle-sœur est réapparue dans ma vie. Elle m'a envoyé un message, me disant qu'elle savait que je venais d'une grande famille et qu'elle comprenait l'importance des liens familiaux, contrairement à mon mari, selon elle. Elle m'a remercié pour mon aide dans le rapprochement familial et a longuement expliqué que mon mari pouvait parfois être immature. Cependant, elle m'a assuré que si nous collaborions, nous pourrions arranger les choses rapidement. J'étais naïve et je l'ai cru. Nous avons commencé à parler plus ou moins régulièrement. Elle est même venue chez nous 1 ou 2 fois lorsque mon mari était absent, sous prétexte qu'elle voulait apprendre à me connaître. Travaillant depuis chez moi et ayant des problèmes de santé, je ne pouvais pas complètement l'éviter. Lors de l'une de ces visites, ma belle-sœur m'a demandé une copie des clés de notre maison. Sa requête m'a semblé étrange. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a expliqué qu'elle s'inquiétait pour moi puisque je passais mes journées seule à la maison. Elle a ajouté que, si jamais il m'arrivait quelque chose en l'absence de mon mari, avoir une clé lui permettrait d'entrer et de m'aider. Bien que je comprenne son raisonnement dans le cas d'une urgence médicale, quelque chose dans sa demande m'a semblé étrange. Ses propos m'ont mise mal à l'aise, sans que je sache exactement pourquoi. J'ai poliment refusé, lui assurant que, s'il m'arrivait quoi que ce soit, j'appellerais mon mari. Cependant, ma belle-sœur n'a pas semblé apprécier mon refus. Elle a rapidement mis fin à la conversation et est partie. Bien qu'elle souriait, son expression ne reflétait aucune sincérité, ce qui m'a encore plus inquiétée. Suite à cet incident, j'ai cessé de l'inviter chez nous. Chaque fois qu'elle voulait venir, je trouvais une excuse pour l'éloigner de la maison. Mais un jour, mes justifications n'ont plus suffi et elle est venue malgré tout. J'étais sur mes gardes tout le temps où elle était présente.
Lorsqu'elle a fini par partir après avoir insisté pour prendre le thé, j'ai ressenti un profond soulagement, mais celui-ci n'a pas duré. Quelques jours plus tard, je n'ai pas retrouvé mes clés à leur emplacement habituel. La panique m'a immédiatement envahi. J'ai alors pris la décision de me rendre chez ma belle-sœur pour les récupérer. Lors de l'un de nos premiers échanges, elle m'avait donné son adresse et m'avait invité à prendre le thé. Je ne pouvais pas y aller car j'étais malade, mais je savais exactement où chercher dès que mon mari est rentré à la maison. J'ai immédiatement sauté dans ma voiture et me suis rendu chez elle. En arrivant, j'ai frappé à la porte, et un homme m'a répondu. Je lui ai demandé si je pouvais parler à ma belle-sœur. Avec politesse, il m'a informé que personne de ce nom ne vivait ici. Je lui ai alors expliqué qu'elle m'avait donné cette adresse et je lui ai même montré une photo d'elle. Il a jeté un coup d'œil à l'image, puis m'a affirmé que ma belle-sœur ne vivait pas là et que j'avais sûrement fait une erreur en entrant l'adresse. Cela m'a paru extrêmement suspect. J'ai donc envoyé un message à ma belle-sœur en lui demandant son adresse à nouveau. Elle m'a répondu en me donnant exactement la même adresse qu'avant. À ce stade, j'étais complètement paniquée. En rentrant à la maison, j'ai essayé d'agir normalement, mais je savais que j'étais nerveuse. Mon mari l'a remarqué immédiatement. Depuis 2 jours, il essaie de me demander ce qui ne va pas et ce qui s'est passé, mais je ne sais pas comment lui expliquer la situation. Je ne veux pas qu'il soit déçu de moi, mais je réalise que je devrais l'informer. Je n'arrêtais pas de me demander si tout cela était de ma faute. Si je n'avais pas engagé la conversation avec ma belle-sœur, je n'aurais pas perdu les clés de cette manière. Pourtant, mon intention était simplement d'aider. Je sais que je dois tout raconter à mon mari. J'ai lu ce que vous avez dit et je suis d'accord, c'était une énorme erreur de cacher cela. J'aurais dû lui en parler dès le début. Je comprends pourquoi certains d'entre vous me considèrent comme la méchante dans cette histoire, et aussi pourquoi d'autres pensent que je ne suis pas totalement coupable. Quoi qu'il en soit, ce soir, je ferai ce qu'il faut et je lui dirai tout. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Je vous remercie d'être honnête et de m'avoir fait voir mes erreurs. Finalement, la conversation s'est mieux passée que prévu. Lorsque mon mari est rentré du travail, je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à lui raconter. Il avait l'air soulagé. Une fois que nous étions confortablement installés, j'ai tout avoué. Je lui ai raconté comment sa sœur m'avait contacté après notre lune de miel, en me disant que je pouvais aider à réunir la famille en gardant le contact avec elle et en réintroduisant progressivement ses parents dans sa vie. Je lui ai dit que je n'avais jamais voulu lui cacher quoi que ce soit ou aller contre sa volonté, mais que j'avais peur qu'il m'en empêche, puisqu'il refusait toujours de m'expliquer ce qui n'allait pas avec sa famille. J'ai donc pensé que je pourrais essayer de réparer les choses moi-même. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il m'a exprimé sa déception. Il m'a reproché de lui avoir caché cela aussi longtemps et m'a dit que si je lui avais posé la question, il m'aurait tout expliqué. Maintenant que nous sommes mariés, il a ajouté qu'il se sentait plus en confiance pour me dire la vérité. Avant, il avait peur que sa famille tente de me manipuler contre lui. Quand je lui ai avoué que je ne comprenais pas, il m'a tout expliqué. Son père est un homme extrêmement égocentrique et abusif. Il a toujours été ainsi, ne se préoccupant que de lui-même. Ma belle-sœur a hérité de ce trait. C'est une femme narcissique mais charmante, qui donne l'impression d'être empathique et sincère. Pourtant, en réalité, elle est profondément égoïste. Mon mari a pris conscience de cette atmosphère toxique dès qu'il était assez mûr pour l'observer. Sa mère et son père ont toujours refusé de divorcer, car ils ne voulaient pas se compliquer la vie avec des procédures judiciaires. Quand ma belle-sœur a commencé à avoir des problèmes à l'école à cause de son comportement, sa mère a empiré la situation en l'encourageant au lieu de lui poser des limites. Avec le temps, elle est devenue de plus en plus conflictuelle, agressive et irrespectueuse. Lorsqu'elle est entrée à l'université, elle a eu une violente dispute avec ses parents. Ils finançaient ses études, mais cela ne lui suffisait pas, elle voulait tout leur argent en guise d'argent de poche. Au début, son père et sa mère ont refusé de lui donner davantage, car elle avait déjà ce dont elle avait besoin. Mais ma belle-sœur a alors fait une remarque qui a tout changé, elle a insisté sur le fait que mon mari pouvait très bien travailler pour financer ses études, comme leur père l'avait fait à son époque, surtout parce qu'il était un homme. Elle, en revanche, se disait bien trop fragile pour devoir travailler seule.
À partir de là, le fonds d'éducation de mon mari a commencé à diminuer. Il n'en avait aucune idée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il y avait de l'argent mis de côté pour lui. Lorsqu'est venu le moment des admissions, il a découvert la vérité lorsque ma belle-sœur l'a encouragé à financer lui-même ses études en travaillant. C'est à ce moment-là que mon mari a pris ses distances avec sa famille. Il a commencé à ne plus avoir de contact avec eux lorsqu'il a quitté la maison à 19 ans, et cette décision est devenue définitive à l'âge de 23 ans. En entendant tout cela, j'ai pris conscience de ma naïveté en invitant ma belle-sœur chez nous. Mon mari m'a également révélé que sa mère l'avait contacté à plusieurs reprises au fil des années pour lui demander de l'argent, bien que ma belle-sœur semble vivre dans l'aisance. Plus tard, il a appris par un membre de leur famille que sa sœur consommait de la drogue. Bien qu'elle ne paraisse pas être dépendante, elle avait déjà eu des problèmes liés à la consommation de substances. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui s'était réellement passé avec les clés perdues. Mon mari m'a immédiatement demandé d'appeler un serrurier pour changer les serrures le plus vite possible. Il craignait que ma belle-sœur ne tente d'entrer chez nous tôt ou tard. J'ai immédiatement supprimé ses coordonnées et les bloqué sur tous mes réseaux sociaux, l'empêchant ainsi de me contacter. Nous avons fait remplacer les serrures et, comme je l'ai mentionné précédemment, je me suis senti bien mieux après cela. Par la suite, en raison de l'évolution de mes responsabilités professionnelles, j'ai dû retourner au bureau les mercredis et vendredis. Un vendredi, en rentrant chez moi, j'ai remarqué que mon mari était déjà là. Il m'a alors expliqué que notre voisine, une gentille dame âgée, était dans son jardin lorsqu'elle a aperçu une jeune femme suspecte essayant d'entrer chez nous. La description qu'elle a donnée correspondait exactement à ma belle-sœur. La voisine a immédiatement appelé la police, qui l'a appréhendée. Mon mari a décidé de ne pas porter plainte, mais il a entamé une procédure pour obtenir une ordonnance restrictive afin de garantir notre sécurité. En prenant du recul, je réalise à quel point j'ai été naïve en accordant trop facilement ma confiance aux autres. Mon intention était d'aider mon mari, mais maintenant, je comprends que mes actions étaient présomptueuses. Si je tenais tant à son bien-être, pourquoi ne lui ai-je pas tout raconté dès le début au lieu de lui cacher la vérité ? Je suis certaine qu'il aurait été bien plus blessé d'apprendre que je lui cachais des choses que de découvrir que j'avais parlé à sa sœur. J'ai commis une erreur, non pas par malveillance, mais par arrogance. J'ai ignoré volontairement les souhaits de mon mari pour poursuivre mes propres idées, et j'ai gardé le silence sur tout ce qui se passait. Il ne souhaite pas avoir de contact avec sa famille, pourquoi n'ai-je pas respecté cela ? Votre texte est désormais bien traduit, fidèle à l'original et structuré naturellement en français. Je remarque que la dernière partie du texte semble parler d'une toute autre situation impliquant une autre famille. Souhaitez-vous également une traduction pour cette section, ou s'agit-il d'un texte distinct ? Je suis compétent en réparation domestique. Mon objectif initial était simplement de poser les nouveaux sols, mais lors de la démolition, j'ai convaincu Cara et Sean de retirer plusieurs armoires afin que le revêtement de sol puisse être installé correctement. J'ai accepté de les aider avec les préparatifs les week-ends et de revenir de Floride en novembre pour construire et installer les nouvelles armoires. Ils ont accepté. Cara et Sean, en tant que nouveaux propriétaires, ne sont pas particulièrement habiles en bricolage, mais ils étaient enthousiastes à l'idée de se lancer. Cependant, dès que nous avons commencé, nous avons découvert que les murs étaient recouverts d'un vieux plâtre en crin de cheval en décomposition, ce qui a été une mauvaise surprise. À la fin du week-end, le raccordement de la cuisinière n'était plus en place, seulement 10% du sol avait été posé et la cuisine était en désordre. Je leur ai dit de faire replâtrer les murs pendant la semaine et que je reviendrais le week-end suivant. Le mardi, Cara et Sean m'ont contacté paniqués, affirmant que le plâtre était une catastrophe. Cara était inquiète de la charge que cela représentait pour elle pendant sa grossesse. Je leur ai conseillé d'attendre, mais Cara m'a dit qu'elle se sentait trompée, que le projet était devenu incontrôlable et qu'elle voulait que j'assume ma responsabilité, non pas financièrement, mais pour mon rôle dans cette situation. Je leur ai répondu qu'ils avaient pris la décision de démolir les armoires et que ce n'était pas ma maison. Finalement, ils m'ont rémunéré pour mon aide et ont engagé un entrepreneur. Ils ont affirmé que je ne pouvais pas m'engager dans un projet d'une telle ampleur, surtout en travaillant à plein temps et en aidant également mon beau-fils dans la rénovation de sa maison. Ils ont aussi remis en question ma disponibilité pour revenir aider après mon départ en Floride, d'autant plus que Cara ne se sentait pas à l'aise de travailler sur ce projet en étant enceinte.
Je n'étais pas d'accord avec leur évaluation, mais j'ai été blessé lorsqu'ils ont mis fin à ma participation. Depuis, la situation est devenue étrange. Je ne les ai pas contactés pour prendre des nouvelles de la cuisine ou du bébé, bien que je reçoive des mises à jour de temps à autre. Karen, ma femme, a demandé plusieurs fois des nouvelles du bébé. Récemment, Cara nous a contactés pour nous dire que la situation était désastreuse. Ils ont dû obtenir des permis auprès de la mairie, et ils n'ont toujours ni cuisinière ni évier après plusieurs mois. Cara affirme que je ne me soucie ni de sa santé ni de notre futur petit enfant, car je ne me suis pas renseignée et que je n'ai pas assumé la responsabilité du chantier. J'ai ri et lui ai dit que si j'avais été aux commandes, les travaux seraient déjà terminés. Elle a ensuite envoyé un message à Karen et moi, nous demandant de ne plus lui parler et exprimant son mécontentement. Suite à cela, Karen a décidé de ne pas assister à la baby shower de Cara en janvier et a annulé notre visite sans même les prévenir. Sean nous a ensuite contactés pour nous demander de reconsidérer notre décision, nous rappelant qu'ils ne deviendraient parents pour la première fois qu'une seule fois dans leur vie. Il a ajouté que Cara était enceinte de 6 mois et demi et qu'elle n'avait pas vraiment pensé ce qu'elle avait dit sous le coup de l'émotion. Il a même proposé de payer nos billets pour venir. Karen et moi, cependant, avons maintenu notre position ferme. Nous leur avons conseillé de nous prévenir bien à l'avance et leur avons proposé de venir en mars, avant ou après la naissance du bébé. Cara est bouleversée, mais Karen et moi avons simplement essayé de respecter ses souhaits. Maintenant, je me demande si je suis réellement en tort dans toute cette histoire. D'un point de vue extérieur, plusieurs points sont à considérer. D'abord, comme vous l'avez mentionné, vous n'êtes ni entrepreneur ni menuisier, mais vous avez des compétences en rénovation. Vous avez conseillé de démolir la cuisine, mais à peine 10% du sol avait été posé avant votre départ. Cara a toutes les raisons d'être contrariée, et ses sentiments sont légitimes. Vous avez laissé leur maison en désordre avant de vous retirer du projet, en disant simplement « ce n'est pas mon problème ». Personnellement, je ne voudrais plus avoir affaire à vous dans ces circonstances. Cependant, ils vous ont quand même invité à la baby shower. Allez-y et excusez-vous, j'ai 3 enfants. Mon mari et moi avons travaillé dur pour les élever et les aider à devenir des adultes accomplis. Et ils l'ont fait. Je suis fière de mes 3 enfants. Ils étaient merveilleux lorsqu'ils étaient petits et sont devenus des individus respectables, si je peux me permettre de le dire moi-même. Lorsque ma fille aînée s'est mariée avec un veuf ayant un enfant de 2 ans, mon mari et moi avons mis en place un fonds d'éducation pour cet enfant, comme nous l'avions fait pour tous nos petits-enfants biologiques. Nous avons quelques notions d'investissement et comprenons bien l'intérêt composé. En commençant tôt, nous pouvons investir une petite somme chaque mois, d'ici leur diplôme de fin d'études secondaires, nous pouvons leur offrir suffisamment d'argent pour bien démarrer dans la vie. Notre petit enfant le plus âgé vient tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Après avoir pris en compte les bourses et autres dépenses, nous avons pu leur annoncer qu'ils obtiendraient leur diplôme sans dette. Nous ne leur donnons pas l'argent directement, nous payons plutôt leurs frais de scolarité et autres dépenses. Nous avons tiré cette leçon de notre plus jeune enfant, notre unique fils. Lorsque nous avons aidé nos 2 filles aînées, nous leur avons donné l'argent directement. Pour notre fils, nous avons fait de même. Il avait aussi obtenu des bourses, mais il a dépensé l'argent que nous lui avions donné et a finalement décidé de devenir artisan à la place. Aujourd'hui, il s'en sort très bien et possède une belle entreprise. Mon fils a été marié une première fois, mais cela n'a pas fonctionné. Il a eu 2 enfants issus de ce mariage. L'année dernière, il s'est remarié avec une femme adorable qui avait déjà un fils de 15 ans. Elle l'a eu très jeune, ce qui a provoqué une rupture avec sa famille, si bien qu'aucun de ses proches n'a assisté au mariage. Mon fils nous a demandé si nous pouvions contribuer aux études de son beau-fils. Après réflexion, mon mari et moi avons décidé que nous pouvions offrir une aide de 5 000 $, mais pas plus. Mon fils a été très déçu. Il sait que tous nos autres petits-enfants ont suffisamment d'argent dans leur compte pour couvrir au moins 2 ans et demi de frais de scolarité dans une université publique de leur état. Bien que mon fils gagne bien sa vie, il aime aussi dépenser son argent en loisirs, en gadgets et en vacances. Je ne pense pas qu'il ait mis de l'argent de côté, ni lui ni ma belle-fille, pour les études de son beau-fils. C'est pourquoi nous avons décidé de contribuer à hauteur de 5 000 $. Cet argent provenait de mon fonds personnel,
qui était initialement destiné à remplacer ma voiture. Mon fils et sa femme préparent la remise de diplôme de son beau-fils en juin, mais il continue de se plaindre que je traite ce dernier différemment de mes autres petits-enfants. Je comprends que nous le traitons différemment, mais nous n'avons pas eu près de 20 ans pour épargner pour lui, comme nous l'avons fait pour les autres. Lorsque j'explique cette situation, je n'ai peut-être pas formulé cela correctement. Le manque de finances de mon fils pour payer les études de son beau-fils est dû à ses habitudes de dépenses avant son mariage. J'espère que cela est plus clair maintenant. J'en ai discuté avec mon mari et mes enfants. Mon fils souhaite que je transfère une partie des fonds que nous avons mis de côté pour ses enfants biologiques afin d'en ouvrir un nouveau pour son beau-fils. Nous avons répondu en proposant de diviser les 2 comptes que nous avons déjà établis pour ses enfants biologiques en 3, en y incluant également les $5 000 que nous avons déjà offerts. Nous avons aussi accepté de continuer à contribuer à ces comptes jusqu'à leur épuisement. Mon fils semble insatisfait de cette option. Cependant, nous n'avons pas eu les 15 ans d'avance pour épargner pour ce petit-fils, comme nous l'avons eu pour les autres. Il peut être déçu que son beau-fils ne bénéficie pas du même départ financier que les autres petits-enfants, mais il ne peut pas nous en vouloir de ne pas pouvoir offrir davantage en ce moment. En fin de compte, c'est à lui de subvenir aux besoins de sa famille.